Il est vrai que la RDC, c'est aussi un pays de consensus, par moments issu des négociations âpres, par moments des négociations longues et populaires, mais c'est un pays avec une classe politique très consciente et qui est très attachée à cette nation dans ses frontières héritées de la colonisation. Quant aux réformes tant attendues, les réformes électorales, les 13 personnalités sont pour un dialogue. Mais le 9 sont contre. Oui, la classe politique est donc au rythme de ces deux groupes. Alors, est-ce qu'il faut absolument organiser notre dialogue pour des réformes électorales? La question est sur la table, avec un invité pour tenter d'y répondre, un acteur politique, Jean-Marie Kabemba. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président national du parti dénommé Les Républicains Chrétiens, et ce parti est membre de la plateforme politique dénommée Le Changement en Marche. Ce n'est pas la République en marche. Le Changement en marche. Ancien député national élu de la ville de Kinshasa. Voilà, ça fait partie de votre histoire, de votre parcours. Tout à fait. Est-ce que votre parti suit les tractations des 13 personnalités, dont des députés nationaux, également la contre-offensive de 9 personnalités? Bien, merci Fabien. Je crois que d'entrée de jeu, je voudrais préciser ici que nous pouvons au moins nous mettre d'accord sur une chose. C'est que nous sommes tous d'accord que le processus électoral dans notre pays doit être réformé. L'institution qui est chargée d'organiser les élections, la CENI, a démontré ses failles. Tout au long des 3 cycles électoraux que nous avons eus dans notre pays, eh bien, nous avons vu que la mission qui lui était impartie n'a pas réellement été remplie. Les violences avec mort d'homme, des contestations. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut réformer la CENI. Mais là où nous avons des problèmes, c'est que, comme vous venez de dire, il y en a qui parlent de dialogue. Vous savez, Fabien, je voudrais vous dire une chose, c'est que je ne voudrais pas juger des intentions des uns ou des autres. Mais lorsque je regarde le parcours de certains des membres du groupe de 13 que vous avez cité ici, un parcours parfois erratique, pour ne pas dire chaotique, on peut se poser la question sur les véritables intentions qui sont derrière. Parce que là est le nœud du problème. Vous êtes en train d'élire en filigrane les lignes d'un agenda caché. Bien, écoutez, je ne voudrais pas faire un procès d'intention. Mais lorsque je regarde les personnalités auxquelles vous faites allusion, en tout cas pour certains d'entre eux, ils ont un passé qu'il convient de pouvoir visiter pour comprendre qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière cette volonté d'organiser ce dialogue. Voilà, vous en avez qui ont été d'abord dans l'opposition républicaine et démocratique. Ils se sont retrouvés dans les rangs du RCD, dans la rébellion contre notre pays. Et puis, lorsqu'il y a eu scission avec Wamba Diawamba, ils se sont retrouvés du côté de Wamba Diawamba. Et puis, ils se retrouvent du côté de l'autre rébellion du MLC. Ils se retrouvent directeur de cabinet du vice-président chargé de l'ECOFIN. Et puis, ils quittent de nouveau ce parti du MLC pour se retrouver. Vous comprenez qu'un parcours comme celui-là ne peut pas inspirer confiance. Moi, je pars toujours du principe que tout ce qui procède d'un bon sentiment se fait toujours dans le silence et la gestation se fait dans l'ombre. Mais lorsqu'on est sous les feux des projecteurs, lorsqu'on fait un tel tapage médiatique, il y a tout lieu de se poser la question si l'attention n'est pas plutôt portée sur vous que sur ce que vous voulez accomplir. Donc, j'émets un bémol et je voudrais vous dire tout de suite que notre position à nous, le changement en marche, tout comme mon parti politique, les Républicains Chrétiens, nous pensons que
il y a des mécanismes qui sont préparés, qui sont organisés par les institutions pour pouvoir débattre de toute question qui pourrait toucher aux institutions. Mais encore, je voudrais dire ceci. Débattre dans quel cadre? Débattre pour quelle finalité, quand on sait que les vraies raisons de ces réformes sont là et qu'il faille y aller très vite parce qu'il va de la vie de la nation et même des lendemains de ce pays. Bon, on a voulu présenter notre pays comme étant en crise. Vous savez, je ne voudrais pas aller trop loin pour pouvoir, disons, expliquer les crises par lesquelles notre pays a pu passer. Mais retenez que nous avons eu, en gros, 4 crises dans ce pays. Nous avons eu la crise de l'indépendance en 55-60. Nous avons eu la crise des sécessions. Nous avons eu les crises de la démocratisation avec Mobutu à la conférence nationale et tout cela. Et puis nous avons eu la crise de la restauration de la démocratie. Alors aujourd'hui, on nous parle de crise. Ces messieurs sont venus avec un bilan qui paraît plus comme un réquisitoire implacable de l'action du chef de l'État en 18 mois de pouvoir. Mais je voudrais vous faire dire une chose, vous faire comprendre une chose, c'est que partout ailleurs, dans les nations démocratiques, le parti qui est au pouvoir est là pour engager des réformes. Il est là pour appliquer le programme. Et certes, il a une vision en ce qui concerne l'organisation de la CENI, les réformes appliquées à la CENI. Mais puisque vous me posez la question... Mais le contexte est différent. Le FCC est une majorité dans les 2 chambres du Parlement et même au niveau du gouvernement central et dans plusieurs gouvernements provinciaux. On aime bien les structures éléphantesques, même quand on n'a pas assez de moyens. C'est une parenthèse que je referme. Eh bien, le parti au pouvoir, avec ses alliés que vous êtes, comment allez-vous initier ces réformes quand on sent que ce n'est pas, les choses ne sont pas vues de la même manière par ceux qui sont en coalition avec vous? Eh bien, un petit bémol là-dessus. Il y a une coalition qui est au pouvoir. Cette coalition a des réformes à engager. Vous parlez de majorité au Parlement. Je voudrais dire ici que, puisque nos amis, le groupe des 13, sont pour la plupart des députés, il y a une proposition de loi qui avait été faite par un autre député, l'honorable Lutundula. Cette proposition a été faite il y a plus d'1 an déjà. Mais elle a été bloquée au niveau de l'Assemblée nationale pour des raisons que nous connaissons, parce qu'il fallait faire entériner un candidat qui plaisait à telle ou à telle autre famille politique. Mais le véritable lieu où il faut engager des réformes, c'est précisément au Parlement. C'est le cadre institutionnel. Vous savez, Fabien, nous sommes en train de construire la démocratie dans notre pays. Il faudrait que les uns et les autres, nous prenions l'habitude de fonctionner selon les règles démocratiques. Les débats se font à l'Assemblée nationale. Il y a un projet qui existe, il y a une proposition de loi qui a été faite. Eh bien, s'il y a des amendements à faire, pourquoi ne pas les faire dans ce cadre-là? Pourquoi est-ce qu'il faudrait convoquer un dialogue? Pourquoi est-ce qu'il faudrait encore mobiliser des énergies ou des choses qui vont traîner en longueur alors qu'il y a déjà une proposition sur la table, une proposition concrète? Parce que j'ai eu le temps de parcourir un peu quand même la proposition de l'honorable Lutundula, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut déjà construire... En quoi consiste sa proposition de loi? Eh bien, vous comprenez que le véritable problème que nous avons dans notre pays, ce n'est pas tant un problème des lois que leur application. Et là, nous entrons, bien entendu, dans ce qui est le plus difficile à percevoir, c'est la nature même des hommes politiques congolais. Comprenez, lorsque vous avez créé une CENI, qui en réalité n'est pas mauvaise en soi, le principe fondamental qui est retenu là-dedans, c'est l'article 12, qui parle des membres de la CENI, que la CENI devrait avoir des membres qui sont reconnus pour leurs compétences, d'abord, et pour leur valeur morale, leur intégrité. Mais nous pouvons nous poser la question, au regard de toutes les CENI que nous avons eues jusqu'ici,
est-ce que véritablement c'est prescrit de cette loi-là, en ce qui concerne le profil des animateurs de la CENI, a été observé? Ma réponse serait non. Donc le véritable problème, c'est celui-là. À un moment, on s'est dit... Est-ce que c'est le véritable problème? Ah, je crois que c'est un problème d'homme. Alors, problème d'homme, c'est qu'on a les meilleurs textes. À ce stade, Covid est passé par chez tout le monde, avec des conséquences très néfastes. Sur le plan économique et financier, on ne sait pas si on aura les moyens qu'il faudra pour organiser les élections en 2023. Il y a aussi le problème du scrutin, mode de scrutin. Alors, pour la présidentielle, un seul tour où il faut rebasculer dans le 2 tours. Et puis, voilà, la loi électorale, avec autant de failles décriées par tous. Il faut enrôler également plus de 7 millions de Congolais. Les nouveaux majeurs, les Congolais de la diaspora, y compris. Il faut une carte d'électeurs. Parce que les étrangers, il ne faudra pas qu'ils viennent encore voter chez nous. Et puis, il y a cette loi organique portant organisation, fonctionnement, attribution, j'ai inversé un peu, de la CENI. Alors, vous pensez que les vrais problèmes que vous avez abordés avant sont plus importants que ceux que je viens d'évoquer? Je répète, Monsieur Kabemba. Je répète, moi, que c'est un problème d'homme. C'est vrai que la CENI doit être réformée. Et en même temps que la CENI, il y a des dispositions de la loi électorale qui doivent être absolument revues. Pour des besoins des circonstances, on nous avait ramené des 2 tours présidentiels que nous avions auparavant pour nous ramener à un seul tour. Nous devons nécessairement retourner à 2 tours, au scrutin majoritaire. J'irai même plus loin. Lorsque nous allons faire cela... Avec quels moyens financiers? Attendez, je vais y arriver. Ouais. Et je vais même plus loin, je dis qu'il faudrait même prévoir dans la loi électorale l'élection au suffrage universel direct des gouverneurs de province. Parce que je ne voudrais pas aborder la question financière avant d'avoir épuisé mon idée sur le véritable problème que moi je considère comme étant fondamental, celui qui est des hommes. Regardez la manière dont on envoie les membres à la Commission nationale électorale indépendante. On dit qu'il faut des délégués des partis politiques, il faut des délégués de l'opposition, 4, 6 pour la majorité, et puis des délégués de la société civile. Mais lorsque nous parlons de délégués, vous comprenez déjà que l'esprit même de la loi est quelque part violé. Parce qu'un délégué est un mandant. Et il doit rendre compte. C'est un mandataire qui doit rendre compte à sa famille politique. À sa famille politique. Donc vous comprenez que ce qu'on voulait éviter au départ, c'est-à-dire l'indépendance, la neutralité, l'impartialité. Alors qu'on arrête de dire Commission électorale nationale indépendante, qu'on dit Commission électorale nationale, et puis le mot indépendant, oui, l'adjectif indépendante tombe. Elle doit être indépendante. Elle doit être indépendante parce que, rappelez-vous ce qui nous a conduit un peu partout en Afrique de mettre sur pied ces institutions d'appui à la démocratie, c'est le fait tout simplement que le personnel politique n'avait pas foi, n'avait pas confiance en ces gouvernements qui, au travers des ministères de l'Intérieur, organisaient les élections. Alors, on ne peut pas être à la fois, un concurrent au niveau politique pour concourir au suffrage universel et être en même temps de ceux qui organisent ce même scrutin. La CENI doit être indépendante. Mais comment la rendre indépendante? Pays, les choses ont beaucoup évolué. Chez nous, vous continuez à compter sur ces personnalités déléguées, d'autres issues de la société civile, alors que cette structure, on peut dire, cette institution devait fonctionner sous, en fait, dans le cadre de l'administration publique ou sous le régime du ministère de l'Intérieur. Normalement. Alors pourquoi chez vous ça doit encore faire autant de guerres? Souvenez-vous que c'est à l'époque des conférences nationales que nous sommes arrivés à ce constat, puisqu'il y avait une méfiance totale entre ce qu'on appelait l'opposition à l'époque et l'équipe dirigeante. Eh bien, on s'est dit qu'il fallait mettre en place des institutions d'appui à la démocratie. Lorsque nous sommes allés au dialogue de Sun City,
Cela a été réaffirmé et nous avons créé à cette époque-là la CENI. Le problème qui se pose, c'est un problème, je le répète, un problème d'homme. Ceci me pousse finalement à, comment dire... Non, est-ce que ce n'est pas au niveau de la définition des règles de jeu, des règles des jeux? Vous dites délégué de telles tendances politiques, de telles formations politiques, de telles familles politiques. Eh bien, les choses sont faussées, les cartes sont faussées à ce niveau-là. C'est pas le problème d'homme. Est-ce que c'est pas la réforme va porter précisément sur des aspects que vous venez de soulever ici. Puisque ça ne marche pas avec la manière dont aujourd'hui les membres sont désignés, il faut bien trouver une chose. Moi, je dis que la première des choses à faire, c'est de respecter la loi. L'article 12 parle de personnalités qui sont reconnues pour leurs compétences et leur intégrité. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que toutes les personnes qui ont été là-bas peuvent correspondre à ce profil que nous venons de tracer? Regardez, même les princes de l'Église, puisque à la conférence à Sun City, nous avions dit que, même si ce n'est pas écrit dans la loi portant organisation de la CENI, nous avions décidé, pour plus de neutralité, avions-nous pensé, que ce sont les églises qui allaient procurer justement celui qui devait animer cette instance, donc le président. Mais vous avez vu que même à ce niveau-là, nous avons eu des difficultés. Ces chefs religieux que vous appelez princes de l'Église, sont-ils inféodés par les politiques? Non, ce n'est pas ce que je voudrais dire, mais vous avez entendu, tout comme moi, que certains compatriotes qui peut-être présentaient les qualités requises pour pouvoir faire partie de cette équipe ont été mis de côté uniquement à cause de leur appartenance ethnique, parce qu'ils seraient de la même appartenance ethnique que le chef de l'État, et que ce serait fausser les jeux. Vous comprenez déjà que des a priori comme cela démontrent clairement qu'il y a un problème d'homme. Fichier électoral. Donc, si le vrai problème, c'est celui des hommes, mais le fichier électoral... Croyez-moi, je vais aller il y a eu très déjà vite. Autant des morts qu'il faudra nettoyer ou élaguer du fichier électoral. Il faudra des nouveaux majeurs, environ 7 millions ou plus, et les Congolais de la diaspora pour les inclure ou bien les insérer dans ce fichier électoral. L'OTAN pour l'enrôlement ou ces opérations à l'étranger tout comme au pays, les moyens pour le faire, véritable gageure ou tout simplement un exercice simple parce que Covid a laissé beaucoup de moyens dans nos caisses. Non, moi je crois que ça c'est un épouvantail que ceux qui ne veulent pas aller aux élections brandissent régulièrement. Je voudrais attirer votre attention sur ceci. Lorsqu'on a organisé les élections en 2006, sous l'abbé Malou Malou, de l'enrôlement jusqu'au vote, il y a eu combien de temps? Il y a eu 13 mois. 13 mois. Lorsqu'on a organisé en 2011 avec, comment il s'appelait? Avec Ngoï Mulunda, ça n'a pris que 9 mois. Ce n'est que le dernier scrutin, celui de 2016, et vous savez pourquoi, de 2018, vous savez pourquoi, parce que, effectivement, on a inventé cette terminologie que vous connaissez, le fameux glissement. C'est pour cela, tout simplement, qu'il y a eu tout ce décalage. Il n'est pas difficile d'organiser un recensement. Il n'est pas difficile de faire l'enrôlement. On peut le faire. C'est une question de volonté. Les moyens. Les moyens sont là. Et il faudrait qu'aujourd'hui, le peuple congolais, qui est finalement le contribuable, celui qui paye pour ces élections, sache combien lui ont coûté les élections de 2018. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons toujours pas fait la reddition des comptes. Donc, pour que nous puissions savoir combien coûtent réellement les élections, il faudrait, à mon sens, ceci. La première chose, c'est qu'au niveau du Parlement, ceux qui appellent à un consensus, ceux qui appellent à un dialogue, qu'ils comprennent que nous sommes dans une démocratie. En démocratie, le parti qui est au pouvoir organise son programme, organise les réformes comme il l'entend. Les débats se feront au Parlement, les amendements, s'il y en a à faire, se feront là-bas. La deuxième chose, cette proposition de loi qui a été déposée déjà à l'Assemblée nationale, j'ai cru entendre qu'elle était de nouveau sur la table, qu'ils examinent cette proposition-là et qu'ils y apportent les amendements nécessaires. Ensuite, lorsque tout cela est fait au niveau de la loi, tout simplement, de la loi organisant la CENI, lorsque cela est fait,
au niveau de la loi électorale, toujours à l'Assemblée nationale, il y a des dispositions qui vont être revues. Vous comprenez? Donc, chercher à tout prix à organiser un dialogue dont on ne voit pas l'opportunité. La raison qui est avancée par ceux qui sont pour cette proposition, c'est qu'il y a une crise. Mais quelle est la crise que nous avons dans ce pays ici? Est-ce qu'on voudrait, à 18 ou 20 mois de son mandat, faire un réquisitoire implacable et sans appel de ce que le chef de l'État a fait jusqu'ici? Il a le temps de pouvoir s'organiser. Et ce que nous pouvons demander aux uns et aux autres, c'est d'avoir un peu de la patience et de comprendre que la construction de la démocratie a ses règles et que ces règles-là doivent nécessairement passer par les institutions. Plus d'accords entre partis, plus de négociations pour pouvoir éventuellement déboucher sur une nouvelle redistribution des cartes au niveau du pouvoir ou des appétits des uns et des autres qui sont pour l'instant absents des sphères de décision. Monsieur Kabeba, je vous remercie d'être venu et d'avoir donné de la voix à ce sujet qui défraie encore la chronique au sein de la classe politique congolaise. Pour les uns, vous avez dit, c'est le moment de se relancer pour un peu plus de visibilité auprès de leurs électeurs. D'autres, oui, ceux qu'ils ont raté après les élections de 2018 pour relancer d'autres agendas. Pas des dialogues, ça va nous faire perdre de temps et des moyens financiers et logistiques. Il faut tout simplement, au sein des institutions, se parler de manière ponctuelle et puis trouver des solutions. Réformer, c'est urgent, réformer, sinon nous n'aurons que nos larmes pour encore pleurnicher comme d'habitude. Je rappelle que vous êtes le président national des Républicains chrétiens, membre de la plateforme Changement en marche. Voilà. Merci, à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.